d'honneur, c'est un plaisir de vous retrouver en cette perme. Évidemment, il s'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines. On avait fait évidemment l'événement à la Dynamo sur le féminisme contre l'agenda guerrier et impérialiste. Aujourd'hui, un plateau qui va changer un peu de la dernière fois. Que des mecs. Moyenne d'âge 50 ans. Bon, ça va, t'as Voilà. folie. Hein. Donc avec moi évidemment Youssef Boussouma, que je ne présente plus, donc qui est membre de Parole d'honneur, membre de la rédaction de Parole d'honneur pour être exact. Comment tu vas Youssef ? Ça va très bien. Et toi, Très bien. René Monza, spécialiste de l'extrême droite, chercheur sur l'extrême droite, qui est auteur de nombreux ouvrages et d'articles dessus. Bonsoir, comment tu vas ? Je vais très bien. Et enfin avec nous, un habitué, du coup, qui est membre de la rédaction de Contretemps, philosophe aussi. Et donc, bonsoir. Bonsoir Hicham. Tu vas bien ? Ça va, merci. Super. Alors, donc aujourd'hui, évidemment, l'actualité est particulièrement chaude. On a vu tout ce week-end tout un tas d'interlocutions, de réflexions autour de ce qui s'est passé à Lyon, notamment avec le décès de Quentin, du coup, qui était un militant, disons, d'extrême droite. On va un peu éclaircir la situation. Mais avant ça, j'aimerais commencer l'émission par rappeler le nombre de personnes qui ont été tuées par l'extrême droite ces 5 dernières années depuis 2022. Donc même pas, ces 4 dernières années. Donc Martin Arambourou, mort en 2022, assassiné. Mamadou Cissé, 2022, assassiné. 3 militants kurdes tués par William Malé en 2022, assassiné. Jamel Benjabala, père de famille, tué par Jérôme de Koufour en 2024 dans le Nord. Avec un crime en fait qui n'est pas reconnu en tant que tel et où l'instruction apparemment piétine, hein, mais vraiment, et qui est clairement un crime islamophobe. Voilà. Sachant que l'assassin est un militant d'extrême droite. Rachid Ralassi, tué de plusieurs balles dans le dos en 2024. En 2024 aussi, Paul, 22 ans, lourdement armé, tue 3 personnes avant de s'en prendre à 2 autres personnes dans un camp de réfugiés. Aboubacar Cissé, tué lors de sa prière en 2025. Hicham Miraoui, tué par ses voisins racistes en 2025. Oui, la liste est beaucoup plus longue. Donc nous sommes, en l'espace de 4 ans, à plus de 14 morts. Voilà. Donc sur ces mots-là, j'aimerais qu'on parle un peu de ce qui s'est passé à Lyon. Juste un simple rappel des faits. Donc Quentin serait en fait mort suite à une confrontation. On a son nom de famille d'ailleurs. Tu peux dire son nom de famille. Quentin de Ranc. Oui. Quentin de Ranc. Donc tué suite à une confrontation qui semblerait être avec des personnes entre 2 groupes, selon les dernières informations du Canard enchaîné, dont un groupe qui est en noir et un groupe qui est, on va dire, qui a plusieurs couleurs. Suite à cette confrontation-là, il serait passé 1h30 avant qu'il soit ramassé par les pompiers et serait décédé à l'hôpital suite à un coma. Donc ça, c'est à peu près les informations qu'on a. On vous laisse regarder la vidéo. Oui, c'est une vidéo importante hein, qui a été mise en ligne par le Canard enchaîné, donc, dans laquelle on voit effectivement le groupe de militants d'extrême droite habillés en noir, qui est un groupe offensif, et on voit l'autre groupe donc, qui s'affronte avec le premier. C'est particulièrement important parce que la vidéo que tout le monde a vue et qui a été diffusée par TF1 peu après les fêtes, ne nous dit pas ce qui s'est passé avant. C'est toujours le problème avec ces vidéos, c'est qu'on n'a pas... si on ne sait pas ce qui se passe avant et ce qui se passe après, donc si on n'a pas des éléments de contexte, on ne comprend pas. On croit voir, on croit comprendre, et en fait, on ne comprend pas. On est à l'antenne là, hein. Oui. Alors, non, n'ayez pas peur. Non, n'ayez pas peur. Je vais juste savoir, au niveau des 2 groupes, distinguer l'un de l'autre. En fait, visiblement, le groupe en noir serait les militants fascistes. Ouais. Et du coup, qui étaient prêts à faire visiblement un guet-apens, qui sont arrivés lourdement armés, et puis des personnes qui n'étaient pas préparées, qui sont attaquées. Oui, visiblement, ils étaient au coin de la rue, là, ça veut dire qu'ils étaient en position de guet-apens, quoi. Ouais. Voilà. Sachant que ça s'est déroulé, évidemment, à la suite d'une conférence où Rima Hassan était présente, mais pas sur le même lieu. Et non, pas à la suite, avant. C'est avant. C'est avant. Bien avant. Il fait encore jour, comme Mélenchon l'a dit, d'ailleurs. C'est un élément important. Hein. Bien sûr. Rima arrive à Lyon, d'ailleurs, elle a mis en ligne l'heure de son arrivée, hein, son billet, donc elle arrive à 18h01, je crois. Et c'est 20 minutes après qu'elle est à Sciences Po, donc pour le début de sa conférence. Et le coucher de soleil, c'est 18h06 ce jour-là. Hein. Et donc, apparemment... Forcément, ces scènes que nous venons de voir, qui se passent en plein jour, ont lieu, à l'évidence, avant.
avant et à 4 km du lieu. C'est ça, 2, je crois. Non 2, on Oui. m'avait dit 20 minutes, moi, à pied. Hein. Bon. Enfin, bon, bref, oui, 20 minutes à pied, c'est pas Oui. 4 km, t'as raison. C'est 2 kilomètres. Ouais. En tout cas, à 20 minutes à pied du lieu où il y avait, c'est important ça. Oui. Donc, c'est pas, comme la presse le dit, en marge de, sans doute. Et il y a une proximité au niveau du moment, mais c'est pas en marge, c'est important de le dire aussi. Hein. Oui, Pas... la proximité découle du fait que l'extrême droite avait annoncé son intention de perturber la conférence de Rima Hassan. C'est pour ça qu'il y a un lien. C'est parce que c'est l'extrême droite qui avait pris l'offensive pour venir perturber, comme on dit gentiment, la conférence de Rima Hassan. C'est ça le point de départ de cette séquence précise, justement. Mais on va donner des éléments de contexte plus larges, bien sûr. Avec Némésis, Némésis qui était devant le... René, oui. Némésis qui était devant, qui participe, enfin qui organise de plus en plus souvent lors de manifestations de gauche féministe, de LFI, des contre... Enfin, plutôt des shows visant à perturber la manif et à prendre le contre-pied des axes de la manifestation. Mais par rapport aux vidéos, je ne suis pas spécialiste de la police scientifique, loin de là. Mais il y a toute une série de vidéos qui circulent et les vidéos qui circulent ne sont pas raccords entre elles. C'est-à-dire il y en a une qui est tournée par un journaliste où on voit un groupe de gens qui en repoussent un autre tout le long d'une rue. Et à un moment, le groupe qui recule s'éparpille et dans le groupe qui pousse, apparemment, cogne les 3 des personnes qui sont parties le moins vite. Mais ça ne ressemble pas, les gens qu'on voit de dos ne ressemblent pas à ceux qui sont dans cet affrontement-là. D'accord. Donc j'ai pas l'habitude de dire je fais confiance à la police de mon pays, mais sur un certain nombre de choses, je pense que les flics ont intérêt à enquêter pour sortir des choses qui sont relativement cohérentes. Mais alors, ce que tu veux dire, c'est qu'il y aurait eu deux affrontements, deux groupes d'affrontements, ou quoi ? Je ne sais pas, je constate qu'on voit des vidéos, que les éléments de ces vidéos ne vont pas avec le déroulé. Là, on voit le groupe des gens qui ont des vêtements plus colorés qui se retirent. Donc, c'est des gens qui ont un comportement de SO. C'est-à-dire un SO, quand la menace est passée ou recule, rentre. Les gens qui se donnent rendez-vous, c'est surtout des gens d'extrême droite qui font ça, dans des forêts, dans des lieux déserts, pour se battre au même nombre et voir qui gagne. Et là, il n'y a absolument pas de règles. Et je ne dis pas que les services d'ordre obéissent à des règles comme les règles de la boxe, du karaté, etc., des sports de combat, mais ils obéissent à des règles qui font que c'est dangereux pour le groupe de poursuivre des gens individuellement. Mais ceux en noir, visiblement, ce sont des fascistes. Parce que d'abord, leur costume, ils se mettent en noir. Clairement, ils ont les trucs... Apparemment, ils ont lancé un fumigène ou quelque chose comme ça. Et d'après les habitués, c'est leur tactique. Ils commencent par lancer un fumigène, semer la consternation, et ensuite ils attaquent. Ils ont des grandes barres de bois, et ils s'habillent en noir. Donc ça correspond tout à fait, d'après les gens qui connaissent, au groupe fasciste de Lyon. Parce qu'en plus, il faut rappeler le contexte de Lyon, c'est que Lyon est infesté. Lyon est infesté de militants d'extrême droite, et en particulier néo-nazis, fascistes et royalistes. Et il y a eu, ces dernières années, en tout cas, il y a eu plus de 200 agressions en quelques années. Et donc, forcément, la proximité, dans ce contexte-là, avec des groupes fascistes, est partout. Ça veut dire que dès que la gauche organise un événement, que ce soit même des syndicats ou n'importe quoi, ils sont confrontés à l'extrême droite. Et donc, est-ce que finalement, qu'est-ce que nous dit cette séquence aujourd'hui, René ou Stasis ? René, je crois qu'il faudrait que tu précises quelle est la spécificité de Lyon. Oui, voilà, la spécificité de Lyon. Alors, la spécificité lyonnaise, c'est qu'il y a une floraison de groupes radicaux, de groupuscules qui sont hors du Rassemblement national ou du parti de Zemmour, qui, à l'occasion, peuvent faire leur SO, des SO d'initiative de ces mouvements ou être en marge, et que s'est développé si j'ose dire, une culture d'affrontement pour limiter la possibilité qu'avaient les groupes fascistes de se promener dans le Vieux-Lyon en cassant la gueule aux gens qui ne leur plaisaient pas. Ils avaient plusieurs locaux, donc il y a une histoire politique qui est lourde. Mais ce que je vois là dans la vidéo, au moment où il y a des fachos qui se font cogner, alors
Quentin de Ranc était bien un des membres de ces groupes d'extrême droite. Ça ne change pas au fait que sa mort est absurde, je pense, mais il était militant de l'Action française, il était apparemment très catho, à la fois dans un groupe intégriste et à la fois dans une église conservatrice, c'est-à-dire que même son catholicisme il semblait pas être très cohérent, d'après ce qu'on dit, je ne suis pas allé vérifier, et il était membre du groupe qui s'appelait les Allobroges, d'une section qui s'était constituée récemment et avait participé à, je crois, Mediapart, enfin il y a des photos qui circulent, aux manifestations du comité 9 mai, c'est-à-dire du GUD et des néofascistes et des néonazis européens, qui étaient 1 millier dans les rues de Paris le 10 mai, je crois, de l'année dernière, et où sont montés des gens de province et venus de l'étranger, et montés de province. Il y avait le groupe dont a fait partie pendant le voyage Quentin de Ranc. Ce défilé était un véritable défilé de style militaire. Hein. C'était une parade de type militaire. C'était une parade. On l'a vu. C'était une parade nazie ouvertement. Une parade fasciste. Avec les tambours, avec les fameux tambours nazis. Là. De ce point de vue-là, il n'y a pas d'ambiguïté aucune sur le fait que l'affrontement s'est déroulé avec des gens qui sont des néofascistes. Alors, c'est difficile de dire précisément... C'est difficile de dire précisément quelle est l'idéologie de ces gens, parce que c'est des groupes, on voit des gens qui sortent par exemple de l'Action française, qui est théoriquement un mouvement monarchiste, et qui dérive vers des positions nationalistes révolutionnaires qui sont un peu le contraire du conservatisme de l'Action française. Etc. Oui, et donc ils disent que les questions religieuses ont moins d'importance que précédemment dans la structuration de l'extrême droite et des groupuscules, mais il y a une grande fluidité des influences qui fait que coller une étiquette et rattacher un courant de pensée structuré ces militants, c'est difficile. C'est des gens qui fonctionnent selon la logique de bande, qui sont politisés, qui éditent souvent des journaux, qui se connaissent, qui ont des liens d'amitié, qui ont des références intellectuelles qui peuvent être différentes et qui sont capables aussi d'organiser la formation rapide de cadres dont ils espèrent que, à l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national, allié ou non avec Reconquête de Zemmour, ils formeront l'encadrement militant de ces groupes parlementaires. Comme l'exemple le plus clair a été donné à Paris, pas plus tard que dimanche, quand le député européen du Rassemblement national a pris la parole, il s'appelle Pierre-Louis, j'ai oublié son deuxième prénom, Thionnet, il a un nom double, qui est député européen du Rassemblement national, qui est responsable, qui a été nommé à la direction de l'école de cadre du Rassemblement national, et qui est l'ancien chef de la Cocarde, un groupe, un syndicat de droite et d'extrême droite violent qui sévit en région parisienne, et dont le responsable étudiant ou ouvrier, non étudiant, et dont le responsable actuel a pris la parole lors de ce rassemblement auquel ont participé plusieurs députés du Rassemblement national, Marion Maréchal, Éric Zemmour et les membres de l'UMINIS, des natifs et des zouaves qui théoriquement sont dissous, mais qui sont trois des groupes activistes de la zone activiste parisienne. Les zouaves, tu peux préciser, non? Pardon, les zouaves, c'est plus ou moins l'ancien GUD. C'est ça. C'est plus ou moins l'ancien GUD. Serge Ayoub. Et c'est les gens qui avaient attaqué, lors d'une manifestation des Gilets jaunes, qui avaient attaqué de façon délibérée et programmée les militants du NPA en sortant tout un arsenal. Ils avaient chargé la manif, frappé les gens, etc. Et donc, c'est un groupe qui a une réputation de violence et qui, après la manifestation, sont regroupés dans le 20e arrondissement à Paris et ont défilé en disant « nous sommes chez nous, nous sommes chez nous ». Bon, nous aussi qui sommes là, on est chez nous aussi. Donc en soi, c'est pas toxique, mais c'est le mot d'ordre de l'extrême droite pour dire « nous on est chez nous » et eux qui sont trop bronzés ne sont pas chez eux, en faisant moult salut nazi. Donc ça s'est passé dimanche
à 22h à Paris, et la préfecture de police a déclaré qu'il n'y avait rien eu parce que il n'y a eu pas eu d'arrestation, il n'y a eu pas eu de dégâts, et que ces gens-là s'étaient dispersés quand la police était arrivée. Alors, première chose, je dis qu'il n'y a pas de problème sur l'identité politique des gens qui, du côté de l'extrême droite, ont participé à ces affrontements. Oui, c'est pas un secret. Ça, il faut le dire, ce n'est pas justifier la mort de Quentin de Ranc que dire que Quentin de Ranc était un militant fasciste, Bien sûr. un militant d'extrême droite. Et il faut insister parce que dans les médias, on utilise toutes sortes de procédés d'euphémisation de qui était Quentin de Ranc. Oui. C'est tantôt un étudiant identitaire. Les gens ne savent absolument pas ce que ça veut dire en général, identitaire. Hein. Ou bien c'est un militant nationaliste. C'est ça. Nationaliste aussi, c'est vague. Hein. Je veux dire, le Rassemblement national se réclame par exemple du nationalisme. Et là, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus radical, qui est différent. On insiste sur le fait qu'il est très religieux, très catholique, qu'il chantait, qu'il est philosophe même. Hein. Qui faisait des maraudes pour les pauvres. C'est ça, qui faisait des maraudes. Donc on le présente quasiment comme un enfant de cœur. Hein. Voilà. Donc avec une idéologie qui est de droite, mais j'ai remarqué qu'on évite systématiquement même le terme qui pourtant ne mange pas de pain, d'extrême droite, qu'on utilise couramment pour le Rassemblement national, alors que là, nous avons affaire à une mouvance et à un individu, une personne qui est clairement beaucoup plus à droite que le Rassemblement national, et on n'ose même pas dire le militant d'extrême droite qui a participé à des manifs néo-nazis. Quentin de Ranc. Donc, première chose, il faut dire les choses par leur nom. Et alors, dans le vocabulaire policier, les policiers disent l'ultra-droite pour les groupes d'extrême droite qui ne sont pas des groupes qui se présentent aux élections, qui ne sont pas des groupes parlementaires. Mais ceci dit, je réagis. Ce que tu as dit est tout à fait exact. Donc c'est clairement un adversaire politique, et les DSO avaient à se protéger des attaques de ces groupes qui sont des attaques fréquentes à Grenoble, à Lyon, enfin dans l'ensemble de la région. Romans-sur-Isère qui est pas loin, où c'était pas un pogrom parce que c'était il y avait une descente de fachos. Donc des gens qui ont cette culture, mais il n'empêche que on peut pas, on est contre la peine de mort, et la mort d'un militant, c'est un militant extrêmement dangereux, toxique, etc. On ne sait pas ce qu'il aurait pu devenir en vivant, par exemple. Donc on n'a pas d'un point de vue du fond des choses déjà à se réjouir de la mort d'un militant, fût-ce un de nos adversaires. Il y a une deuxième raison, enfin un deuxième problème, c'est que on est dans un pays où il y a des niveaux de tension et des niveaux d'affrontement. On n'est pas, j'espère qu'on ne sera jamais, en situation de guerre civile. Dans l'Allemagne des années 30. Sans qu'il y ait vraiment une guerre civile, il y avait les communistes, les nazis, les sociodémocrates avaient des milices armées, et il y a eu des effrontements armés qui ont fait des dizaines de morts, tous les jours, des centaines parce de morts. qu'en face, il y avait aussi des milices armées. En face, il y avait des milices. Voilà. Mais aujourd'hui, on n'est pas à ce stade de violence politique qui pourrait être le contexte d'affrontements meurtriers. Oui, René, tout à fait d'accord, mais moi j'aimerais quand même insister sur une chose, c'est que ça fait des décennies que l'extrême droite nous empoisonne, que les fachos empoisonnent ce pays. J'ai toujours connu ça étant gamin, d'ailleurs je me rappelle avoir pris un coup de poing rue des Lombards, c'était l'ancien siège d'Ordre Nouveau. D'Ordre Nouveau, on passait à proximité, on les avait un petit peu chatouillés, mais voilà. J'ai eu de la chance, c'est que je suis arrivé sur le boulevard, j'étais avec une amie qui a fallu que je traîne. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait des décennies, depuis la fin de la guerre d'Algérie. Ces groupes ont proliféré, d'ailleurs, beaucoup sur des mouvances de l'Algérie française, de l'OAS. Alors la filiation, c'est Occident, Ordre Nouveau, le GUD, le Front National, le RN, etc. C'est vraiment directement la filiation coloniale, directement. Beaucoup d'entre eux venaient de ce refus aussi de l'indépendance de l'Algérie et ont été dans cette matrice. Mais il y a des plus anciens qui viennent. Là, effectivement, tu pourrais l'Action française qui est beaucoup plus ancienne, évidemment. Et des collaborationnistes. Et des collaborationnistes. Alors déjà dans l'entre-deux-guerres, ceux qu'on appelle les ligues factieuses, Maurras, Bardèche, etc. Auparavant. Donc il y a une tradition
fasciste, alors c'est tout le débat, hein, effectivement, les croix de feu étaient l'extrême droite plutôt que fasciste, peu importe. Nous on dit fasciste parce que ce sont les méthodes, hein. Bon, on n'est pas en train de coller au fascisme historique forcément, etc. On parle des méthodes fascistes, voilà, pour être précis au niveau des gens. Et ce que je veux dire, c'est que ça fait des décennies qui nous empoisonnent. J'ai toujours connu cela, et en plus, à cela se sont rajoutés les groupes violents sionistes, le Bétard, la Ligue de défense juive, etc. Donc voilà, on a vécu avec cela. On a vécu avec cela. On vit avec ça. Et on vit. N'oublions pas des choses que les gens oublient beaucoup, parce qu'il faudra faire une généalogie, mais les années 70, et particulièrement l'année 73, l'année 73. Il y a un documentaire de Mourad Aïtaïbouche que vous trouvez en ligne. Hein, c'est la ratanade oubliée. Marseille, c'était 73. Hein. Marseille 73, ouais. La ratanade oubliée, moi j'ai horreur du mot ratanade. Hein, je le prends parce que c'était le titre. Hein, mais je l'utilise jamais d'habitude. Mais c'est incroyable. On a des fascistes qui sont arrivés dans une cité à Marseille. Des chasses à l'homme. C'est pire que cela. Ils étaient armés d'un automatique. Ils ont abattu les premières personnes qu'ils ont vues. Et ça, c'est complètement documenté. Il y a eu 2 morts comme ça, dans une cité. Bon, et sinon, dans le reste de la région, à partir d'un incident avec un chauffeur de bus, etc., il y a eu, on pense au cours de l'année, il y a eu des dizaines de personnes qui ont été tuées, etc. Donc c'est une réalité, tout cela. Et surtout, les gens issus de l'immigration ont vécu et vivent toujours avec cela. Et Lyon, particulièrement, c'est une poudrière, c'est un chaudron de fascistes. Alors, il faut souligner, je crois, quelque chose qui est très important. René, je parle sous ton contrôle, bien évidemment, sur ces choses, mais là, c'est bon, les gens qui ont même visité de façon quasiment touristique, je dirais, Lyon, le savent. La spécificité de Lyon, et ça renvoie au mode d'action, justement, des groupes d'activistes d'extrême droite et fascistes, ont une logique de contrôle territorial. D'accord ? Donc, ça consiste à imposer leur présence sur les territoires en expulsant violemment de ce territoire tous les éléments considérés comme indésirables et en le marquant par leur présence physique. C'était le cas du Vieux-Lyon, qui était avec des tags d'extrême droite partout et plusieurs locaux d'extrême droite qui servaient de points de ralliement et de contrôle de points à partir desquels justement se diffusait cette emprise territoriale. Le bastion social, le fameux local du bastion social, était l'un de ces locaux. Donc, la mouvance Antifa se constitue pour réagir justement à ça, en défense, pour refuser la logique de contrôle territorial, parce que évidemment, ce n'est pas la police, n'est-ce pas, les forces de l'ordre, qui se chargent, malgré de multiples demandes d'intervention, de fermeture de ces locaux, qui fait quoi que ce soit. L'antifascisme à Lyon naît donc en réaction à la violence et à cette présence au contrôle territorial. J'insiste parce que c'est absolument fondamental. Pas uniquement à Lyon, statiste dans toute la France. Bien sûr, oui. C'est le procédé classique. Hein. Aube dorée en Grèce, bien avant de se présenter aux élections, a imposé un contrôle territorial qui est une organisation ouvertement néo-nazie, qui était structurée à partir de groupes d'assaut. Elle contrôlait des bouts de territoire athénien et elle proliférait après dans divers coins de banlieues populaires avec à chaque fois les mêmes méthodes, attaquer les immigrés, attaquer les militants de gauche, attaquer les lieux où une jeunesse contestataire se rassemble ou est susceptible de se rassembler. Donc, c'est ça qui se passe à Lyon, sur fond d'une ville, il faut avoir Lyon en tête, hein. Lyon même se caractérise par une très grande polarisation spatiale. Hein. Il y a une ville de Lyon au sens strict, qui est une ville bourgeoise avec des traditions catholiques, réactionnaires. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a cet arrière-fond catholique là dans la trajectoire, y compris de Quentin de Ranc et de toutes ces mouvances qui sont autour. Et elle est entourée de banlieues ouvrières, hein, évidemment, mais avec une disjonction très forte entre ces deux espaces. Hein. Donc c'est tout l'inverse de Marseille, par exemple, hein, dans ce cas-là. Et l'antifascisme à Lyon, effectivement, se constitue et conduit à des situations conflictuelles parce que c'est une réaction, justement, à la présence des fascistes. Ça, il faut le dire. C'est une autodéfense. C'est donc oui. C'est de l'autodéfense. Et y compris la dernière séquence à laquelle on assiste, rien de tout cela ne se serait produit s'il n'y avait pas la décision de Némésis et de tous ces groupes d'extrême droite de venir perturber et intimider et suivre les déplacements de Rima Hassan et d'autres initiatives, bien sûr, que ce soit de Rima Hassan, de la France Insoumise ou d'autres organisations de gauche et de la gauche radicale. Donc c'est très important d'avoir ça en tête, sinon on a l'impression que tout
toute la version officielle est basée sur l'idée d'une symétrie entre les violences. Il y a les violences d'un extrême et les violences d'un autre extrême. Non, c'est ce récit justement qu'il faut déconstruire en montrant justement quels sont les modes d'action de l'extrême droite et pourquoi et selon quelle logique des mouvements antifascistes se constituent pour y répondre. Mais c'est bien pire. C'est bien pire. Oui, c'est bien pire que ça, parce que là, on a vu quand même tout le week-end, justement, ce qu'on disait au début, c'était l'euphémisation, comme quoi c'était un militant qui participait à des rassemblements néo-nazis, qui était engagé à l'extrême droite. Et en même temps, de l'autre côté, on indique que la source de la violence vient de la France insoumise. Donc là, il y a un renversement. C'est même pas une symétrie, on a un total renversement. Et ça amène aussi à l'intérêt du pouvoir, je pense aujourd'hui, qui a un intérêt à criminaliser l'AFI. Voilà. Alors que justement le mouvement antifasciste, c'est, comme tu le rappelais très bien, c'est un mouvement de défense populaire principalement parce que les gens ils se font attaquer, il y a eu des morts, plus de 14 on vous le dit, plus de 200 agressions seulement à Lyon, donc pas dans toute la France et qui sont recensées. Donc ça veut dire aussi des commerçants qui sont attaqués. Donc je croyais que le pouvoir aimait bien les commerçants et l'économie d'une manière générale. Évidemment les chefs d'entreprise, quand c'est des Arabes ou quand c'est des Noirs, ce n'est pas assez. Et aujourd'hui on a le seul parti qui fait la digue au fascisme, qui est aujourd'hui la France insoumise, se fait attaquer en disant c'est eux la source de la violence. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire de ça, René ? Peut-être vous voulez réagir à quelque chose avant. Oui. Alors, premièrement, dans ce qu'on voit des vidéos, le lien avec la France insoumise est pas visible. Donc il y aura une enquête, on saura qui était là et qui n'était pas là. Vous avez bien dit le contexte, fait le récit du contexte de la montée des groupes d'extrême droite et de la montée de leur violence. C'est tout à fait exact. Je renchérirais en disant qu'il faut se poser la question de l'autodéfense. C'est-à-dire que le reproche qu'on peut faire peut-être à la France insoumise, c'est de ne pas avoir suffisamment de moyens d'autodéfense. Je souhaiterais que, comme le font les syndicats avec des difficultés hauts et des bas, comme le font des autres organisations politiques, LFI soit capable de se doter dans les départements d'équipes de gens qui aient une culture de la défense, de leurs actions, de leurs meetings, etc. Parce que ce qui m'a choqué dans une des vidéos, pas dans celle-là, mais dans celle où on voit Quentin de Ranc l'autre qui a été montré tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression de voir des gens qui n'ont pas cette culture de service d'ordre. Les services d'ordre, c'est une culture, c'est pas des entraînements paramilitaires, mais c'est expliquer comment on fonctionne en groupe, comment dans les manifs on essaie d'éviter que les choses dégénèrent. Et très clairement, quelque chose qui est totalement déconseillé dans tous les cas, dans tous les SO qui existent en France et en Navarre, c'est de poursuivre des gens individuellement qui détalent dans une rue. C'est pas quelque chose qu'on fait. Alors, ça veut pas dire que les personnes qu'on voit sont pas des antifascistes et qui se pensent comme tels, mais ce n'est manifestement pas quelque chose qui est le comportement d'un groupe de services d'ordre. Donc ça c'est quelque chose que je peux dire. À partir d'une expérience et d'une connaissance de ce que sont un peu les SO, soit il y a très longtemps dans les groupes d'extrême gauche, soit aujourd'hui dans les services d'ordre syndicaux. Alors, ça pose aussi la question, du coup, organiser un SO, c'est des questions techniques aussi. Dans les questions techniques, il y a comment faire pour éviter ce genre de situation. Comment faire pour ne pas risquer de blesser ou tuer des adversaires qui sont des gens qui sont des adversaires qui sont violents, qui sont tout ce qu'on veut et qui sont tout ce qu'on déteste. Mais on n'a pas à faire des gestes qui risquent de les tuer. C'est quelque chose qu'on apprend ou qu'on devrait savoir quand on est dans un service d'ordre. Et je pense que certaines des conséquences, il y en a qui vont être à Lyon. C'est-à-dire que la question territoriale, avec les groupuscules, va se poser de plus en plus, et donc elle n'est pas aujourd'hui résolue, et ces affrontements sont la preuve. Et c'est deuxièmement la nécessité qui commence à être perçue par les organisations du mouvement social de leur propre défense, active ou passive, c'est-à-dire même pas avoir de permanence derrière une simple vitre dans le rue d'une ville, permanence politique. Oui.
Je crois qu'il faut revenir à la France insoumise. Hein. Oui. Juste pour dire, pour rebondir sur ce que tu dis, René, on a absolument... Et du coup, comment j'ai apprécié la déclaration de Rousseau, qui effectivement a dit qu'on avait besoin des antifas. Et je crois que la stratégie de l'État, en ciblant les antifascistes, eh bien, et c'est justement de démunir le mouvement social, de le paralyser en quelque sorte. C'est-à-dire que, parce que la police ne fera jamais rien contre les fascistes. Hein. Je peux vous citer, je parle même pas, parce que là on parle uniquement de la violence privée, on ne parle même pas de la violence d'État, hein, les crimes policiers. Hein. Mais bon, la police, j'ai très rarement vu la police réagir contre les groupes fascistes, etc. Le GUD, etc. Ça, bon, on va pas reparler de Boiram, de tout cela, enfin... oui. Même les intentions de vote parmi la police. Hein. Oui. Alors, voilà, donc le problème, il est qu'à un moment ou à un autre, va se passer, mais tu as raison de le dire, il faut faire ça de façon professionnelle. Le problème, c'est que les gens sont démunis. Sur l'affaire, en l'occurrence, là, on ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé. Bon, on sait qu'il y a eu un affrontement. Visiblement, ce n'était pas un servisor qui a affronté. Je pense qu'il y a eu un guet-apens qui a été donné à un groupe antifasciste global. On ne sait même pas si c'est des antifascistes. Qui s'opposaient. Antifasciste global. Je n'ai pas dit que c'était une dénomination. Hein. Des gens qui, visiblement, étaient opposés aux fascistes. Hein. Et à Lyon, c'est évidemment normal. Mais voilà, le problème, il est comment l'État laisse grossir cette violence fasciste progressivement pour ensuite s'en servir, la retourner, et là on va faire le lien avec l'AFI, Statis, contre ses ennemis politiques. Et ça, c'est absolument ignoble. Il y a eu une minute de silence à l'Assemblée, certes, d'accord, mais c'est une minute de silence, pas pour un démocrate, pas pour bon, je dis pas, je suis d'accord avec toi, mais je suis absolument terrifié. Je suis pas du tout pour ce genre de violence là où on frappe quelqu'un à terre. Bon, c'est pas nos codes. Hein. Bon, mais là-dessus, il y a aucun souci. Hein, voilà. Mais bon, avant d'en savoir plus sur qui a fait quoi, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a fait une minute de silence pour quelqu'un qui est tout sauf un démocrate, pour retourner ça contre la France insoumise, est un parti parfaitement démocrate. Et il le prouve tous les jours. Et c'est lui qui est attaqué, c'est lui qui est visé, c'est lui qui est ciblé, c'est lui qui est convoqué à l'Assemblée nationale, c'est lui qui est mis en demeure de s'expliquer sur le moindre mot. Et on va analyser sa parole, on va dire elle est violente. Alors que pendant le même temps, on a des dénonciations, une acceptation totale du génocide à Gaza, on a tout cela. Excuse-moi. Non, il y a eu un rassemblement, donc, à mon avis, c'est le premier rassemblement, là encore, je parle sous ton contrôle, René, place de la Sorbonne, des mouvances d'extrême droite, tu y as fait référence, je crois, tout à l'heure. Et le mot d'ordre, enfin le slogan qui était le plus repris par les participantes et les participants à ce rassemblement, c'était « Et les filles assassins ». Avant et après, il y a plusieurs permanences de « Et les filles » qui ont été attaquées, y compris, et je tiens à le signaler, le siège parisien de « Et les filles », qui a été... Oui, il y a des pots de peinture qui ont été renversés et en plus des militants fascistes qui rôdaient tout autour pour intimider justement ceux qui entraient et sortaient du siège de la France insoumise. Donc là, il y aura clairement une volonté de régler son compte à la France insoumise de la part de ces mouvances. Et je parle aussi ici comme militant de la France insoumise. Il y a à l'évidence un besoin de vigilance. Et René a tout à fait raison, bien sûr, de dire que l'autodéfense est un devoir. Hein. C'est un sentiment, c'est de la responsabilité des organisations de se protéger elles-mêmes, de prendre des mesures, de protéger leurs militants et militantes, de protéger leurs activités, de protéger finalement ce qui fait la substance de ce qui reste de conquête démocratique dans ce pays. Hein. C'est ça la véritable épreuve. Alors, venons-en maintenant au ciblage de la France insoumise. Alors, il fonctionne par association d'idées, parce que tout ceci s'étant produit en marge, comme on dit, de cette conférence de Rima Hassan. Donc on arrive à associer Rima Hassan, donc la France insoumise, donc aussi la solidarité avec la Palestine, bien sûr, hein, qu'incarne Rima Hassan, avec une soi-disant justification de la violence qui serait le propre de la France insoumise. Et même quand on prend des distances par rapport à ça, parce qu'on serait bien en peine de trouver quoi que ce soit dans les propos, la ligne politique, l'identité politique de la France insoumise qui irait dans ce sens, on dit « oui, mais c'est la radicalité, c'est la brutalisation du débat politique, etc. » Bon, là, je crois qu'il faut être très clair. La brutalisation du débat politique, elle vient de ce que Youssef a dit avant. Des discours racistes, islamophobes qui franchissent ces dernières années vraiment des seuils
d'acceptabilité et de mainstreamisation qui sont du jamais vu, je pense, dans l'histoire de l'après-guerre de ce pays, et qui cible en permanence la France insoumise, justement, exclue de l'arc républicain au moment où le Rassemblement national y est officiellement intégré, au moment où une Marine Le Pen se présente dans la mise dans la panthéonisation de Manouchian. Enfin, je veux dire, des choses qui sont incroyables à proprement parler, où se font les défenseurs des Juifs et les pourfendeurs de l'antisémitisme, les gens d'un parti qui a été cofondé par des collaborateurs du nazisme. Bon. Donc on est arrivé à un complet renversement. Hein. C'est orwellien, littéralement. Hein, je veux dire, c'est les antifascistes qui sont des fascistes, c'est l'extrême droite qui défend les juifs, c'est Pétain qui a sauvé les juifs. C'est un total renversement, et plus c'est gros d'une certaine façon, mieux ça passe. Donc je crois que par rapport à ça, il faut être absolument clair. Et il faut être absolument clair sur le fait qu'il y a toute une partie du spectre politique qui n'est pas simplement l'extrême droite, qui est le pouvoir macronien, mais aussi toute une partie de la gauche, qui a trouvé là une occasion supplémentaire pour renforcer une sorte de cordon sanitaire autour de la France insoumise, pour la marginaliser, pour la cornériser, et donc pour en rajouter littéralement par rapport à tout ce qui s'est fait ces dernières années, en particulier à partir du 7 octobre. Enfin, c'est grotesque de parler de brutalisation du débat politique quand on cherche à criminaliser systématiquement la solidarité avec la Palestine, quand on présente n'importe quel musulman ou musulman comme un djihadiste en puissance, quand on dit que les gens qui sont en solidarité avec le peuple palestinien sont des antisémites, de façon tout à fait systématique. C'est l'accusation notamment dirigée contre la France insoumise. Et après, on vient se dresser contre la brutalisation du débat politique. Non mais on se moque de qui, je veux dire, à l'heure actuelle. Il faut vraiment rectifier les choses, parce que c'est pas simplement un Glucksmann qui a parlé des discours de haine parlant de la France insoumise. Ah oui. C'est Clémentine Autain qui a condamné les discours de haine, Clémentine Autain. Ah oui, j'ai pas vu non plus. Bah, dis donc. Sans spécifier lesquels. Ah oui, d'accord. Ce qui est implicite là-dedans, et on peut lire son commentaire, c'est que ça ciblait, ça entrait dans le cadre les extrêmes de part et d'autre. Ouais. Il faut souligner ça aussi. Dans ce pays, depuis la fin des années 70... C'est de la calomnie, ça, de la part Dans ce pays, depuis la fin des années 70, et pas seulement dans les pays occidentaux et européens, déferle, sous couvert d'antitotalitarisme, un anticommunisme qui a sapé un consensus antifasciste qui existait jusqu'à présent. On réécrit l'histoire et on met sur le même plan les deux camps qui se sont opposés de façon total, antagoniste, jusqu'à la mort, littéralement, pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce que c'est des projets politiques différents. C'est pas uniquement un problème de personnes, c'est des projets politiques différents. Ce n'est nullement justifier le stalinisme et les crimes du stalinisme que de dire que l'armée rouge a été le premier facteur de la défaite du nazisme en Europe. Après tout, s'il y a une station à Paris de métro qui s'appelle Stalingrad, qui s'appelle encore Stalingrad... Glorieusement, et dont nous sommes fiers. Absolument. Il y a quand même une raison pour ça. Et Stalingrad, c'est juste après Colonel Fabien. Et le colonel Fabien était un jeune dirigeant et résistant du Parti communiste, et avant ça des brigades internationales en Espagne. Donc c'est la délégitimation de cette histoire, c'est la délégitimation du fascisme sous couvert d'antitotalitarisme qui a ouvert idéologiquement un espace sur lequel s'est engouffré. On ne le voyait pas à l'époque. À l'époque, l'ennemi c'était le communisme, c'était le Parti communiste en France qui était puissant, c'était l'union de la gauche, parce que le Parti socialiste était allié au Parti communiste dans les années 70. C'était ça l'adversaire politique immédiat, mais dans la brèche qui a été ainsi ouverte, s'est engouffrée par la suite l'extrême droite. Donc c'est ça l'arrière-fond qu'il faut avoir en tête pour comprendre maintenant comment on en vient à ce niveau de stigmatisation et de criminalisation de la France insoumise et d'une façon générale de la gauche radicale dans ce pays. Là, la France insoumise, elle est quasiment presque acculée, et du coup, elle a été amenée à accepter, en tout cas à proposer une minute de silence pour... Oui, mais... Peut-être tu voulais dire quelque chose avant, Youssef ? Je veux dire que Mélenchon a subi des tentatives d'attentat, je veux dire. C'est comme documenté, il y a eu des procès, des gens sont en prison actuellement pour des... C'est pas simplement des projets, c'est des projets qui étaient déjà mis en œuvre, qui ont commencé à être mis en œuvre, qui ont été arrêtés in extremis. Ces gens-là, ils sont qui ? On accuse Mélenchon d'avoir un discours... Mais non, 2 tentatives au moins parfaitement documentées, avec des gens en prison, avec des condamnations importantes, ce qui prouve...
Et puis l'autre point sur lequel je voulais venir, c'est les collusions avec la police. C'est qu'on sait pertinemment que dans les forces de police, eh bien, il y a, on l'a vu dans toutes les opérations de maintien de l'ordre, etc. Je veux dire, dans toutes les, il y a un nombre. Il y a des forces de police qui sont totalement caviardées par l'idéologie fasciste d'une façon générale. Ça c'est connu. Ça c'est connu. Je veux dire, bon, c'est pas uniquement par rapport à l'immigration, etc. Je veux dire, de longue date. Il y a une tradition qui vient des traditions coloniales dans la police et qui n'ont jamais été extirpées. Je veux dire, et ces traditions coloniales de la police, eh bien, elles font masse avec certaines idéologies extrémistes. C'est clair. René, qu'est-ce qu'on peut dire justement de cette question de cette minute de silence, puisque c'est un peu inédit qu'on fasse une minute de silence pour un militant qui est plutôt classé à l'extrême droite. Il y avait quand même une minute de silence pour Clément Méric. Oui. Donc, c'est la symétrie qui pose problème. C'est la symétrie qui pose problème, voilà. effectivement. Clément Méric, tu peux rappeler Alors Clément Méric, c'est un jeune antifasciste parisien qui était à Solidaire, il était étudiant, enfin au syndicat Solidaire, Sud Solidaire, et il a, au cours d'un affrontement avec le groupe néofasciste Troisième Voie, été tué à Paris, c'était près du boulevard Haussmann, et depuis son nom sert de symbole ou est invoqué lors de nombreuses mobilisations antifascistes, en particulier dans les mouvances antifascistes radicales qui existe à Paris et qui est assez présente lors des manifestations sur ce thème et en général dans les grosses mobilisations sociales. Et justement, pour éviter je parle ensuite, mais Clément Méric était vraiment, lui, un véritable étudiant, véritablement pacifique, qui manifestait pour les droits en général. Il était aux manifestations de mariage pour tous. Il était dans pas mal de choses. Il était à Solidaire, je crois, oui, c'est ça. Et évidemment, il était aussi antifasciste parce que, encore une fois, l'antifascisme est une autodéfense. Donc, logiquement, tout étudiant qui va se retrouver, c'est ignoble la façon dont aujourd'hui on veut noircir l'image de l'antifascisme. Et c'est quand même assez incroyable, surtout avec par des gens qui ont des filiations politiques avec le vrai fascisme des années de collaboration. Il y a aussi... je vais juste rajouter quelque chose. Il y a aussi la minute de silence qui avait été pour Aboubacar Cissé, qui avait été une première fois refusée avant d'être finalement acceptée sous pression. Mais ça dit quand même une sorte de deux poids, deux mesures entre à la fois quelqu'un qui se fait assassiner au moment de sa prière, puisque musulman et puisque noir, alors qu'à côté, on a un militant néo-nazi, en tout cas qui est proche, qui fait l'unanimité au sein des partis politiques. Il y a quand même une inquiétude à se faire à ce sujet-là. Est-ce qu'on peut dire quelque chose aussi de la jeune garde? Et je précise tout de suite, c'est parce qu'elle est systématiquement mentionnée dans ce qui se passe. On ne sait absolument pas si, à l'heure actuelle, la jeune garde des militants, ou même d'anciens militants de la jeune garde, sont en quoi que ce soit impliqués là-dedans. Donc il faut être très clair par rapport à ça. Mais comme cela revient très souvent, y compris le nom de Raphaël Arnaud de la Jeune Garde, il faudrait peut-être préciser un peu de quoi il s'agit, parlant de la Jeune Garde. Je ne peux pas... Franck, là, il ne s'est pas fait éclater au sol, ça c'est vos méthodes. Le pauvre Clément Méric, qu'il repose en paix, a été tué avec un poing américain, et ça s'est prouvé. Avec un poing américain, ça a été dit, Clément Méric qui est épais comme une crevette, c'est la vérité, c'est pas lui faire injure, qui n'était pas du tout... et on l'a frappé avec un poing américain, et ils étaient à plusieurs. Donc, je sais pas, pour moi, non, il n'y a pas de symétrie. Le fascisme, c'est la violence, c'est la violence, pour la violence en plus, il suffit de lire les communiqués de l'UMINIS, le groupe auquel appartenait. Mais c'est des communiqués qui exaltent la violence, qui exaltent la mort, comme les fascistes ont toujours exalté la mort. Bon, alors, je ne sais pas, moi, j'ai pas envie de... Mais moi, je ne trouve pas d'équivalence entre Clément Méric et... Voilà. Alors, tant mieux s'il y a une minute de silence à l'Assemblée, parce que, disons, pour pacifier le débat, peut-être on va peut-être en arriver à cela, mais... Les personnages ne sont pas du tout les mêmes. Voilà, je voulais dire ça quand même. Oui, mais c'est une symétrie pour disqualifier toute tentative de changement social et toutes les organisations qui représentent les couches populaires et qui veulent un autre futur pour ce pays, pour notre pays. Donc, il faut voir que c'est quelque chose qui
est saisi comme une opportunité, comme une occasion, un événement qui était prévu par personne, et dans un programme qui est un programme de plus long terme, visant le discrédit général des forces, alors je vais pas dire des forces de progrès social, c'est un peu trop, mais des forces qui luttent pour une société où les couches populaires bénéficient d'une société plus juste. Par ailleurs, l'analyse de la France insoumise comme extrême gauche, moi j'aime pas extrême gauche et extrême droite, je parle de gauche radicale, mais pour moi et comme pour un certain nombre de gens qui font de la science politique, le LFI c'est l'équivalent d'une social-démocratie conséquente. C'est pas un groupe qui veut participer aux élections, qui exalte l'état de droit, la démocratie qui est socialement une démocratie bourgeoise et qui effectivement n'appelle pas au grand soir. Et donc le qualificatif d'un point de vue technique, moi j'ai de la sympathie pour un grand nombre de points du programme politique de LFI, mais ce n'est en tout cas pas une organisation d'extrême gauche. D'ailleurs, Mélenchon l'a très bien dit. Classer la LFI à l'extrême gauche, c'est pas non plus aussi péjorer la LFI que de dire ça. C'est une organisation de gauche conséquente. Effectivement, il y a une vraie gauche, une gauche de rupture, et il y a une fausse gauche. Voilà. Mais ça, après, on n'est pas à la première fake news du pouvoir qui cherche à salir justement ses opposants. Là, on a eu une dernière séquence la semaine qui vient de passer, notamment avec Francesca Albanese. On passe à Francesca. Oui, on passe. Alors, juste pour finir. Terminer par quelque chose. Oui, non, juste pour finir. On déplore évidemment toutes les violences, toutes les morts, etc. Parce que je voyais quelqu'un dans le chat, parce que c'est bien de réagir parfois au chat. On est tout à fait d'accord, il n'y a aucun problème. Et justement, ce que nous voulons, c'est que les conditions de la violence n'existent plus. Et les conditions de la violence, c'est le laxisme de l'État avec la montée du fascisme. C'est ça. Nous ne voulons pas plus de morts dans le contexte d'aujourd'hui. On est bien d'accord. On n'est pas dans un contexte néo-nazi, comment la montée du... J'espère que ça n'arrivera pas, mais il est évident qu'il y a des forces aujourd'hui qui jouent ce qu'on appelle la stratégie de l'attention. Voilà, mais ce qu'on appelle la stratégie de l'attention, et nous sommes pour qu'il n'y ait plus ni de Quentin, ni de Clément Méric qui meurent, et qu'il y a un débat politique. Serein relativement, autant que cela puisse se faire. Je voudrais dire quelque chose à propos de René quand même. Il y a, si le pouvoir est à ce point encourage une telle stigmatisation de la France insoumise, et bien sûr l'extrême droite aussi, c'est pas parce que c'est simplement un parti social-démocrate, fut-il conséquent. C'est parce que c'est un parti qui, on peut discuter sur les qualificatifs. Aujourd'hui, d'ailleurs, je ne vois pas très bien ce que ça voudrait dire. Les gens qui se disent sociaux-démocrates, en général, c'est simplement des néolibéraux, des néolibéraux soft. Mais c'est un parti qui remet en cause le capitalisme. C'est un parti qui remet en cause la domination impérialiste états-unienne. C'est un parti qui réclame la sortie de la France de l'OTAN. C'est un parti qui est aux côtés du peuple palestinien. C'est un parti qui accuse non pas telle ou telle mesure partielle néolibérale ou tel aspect, mais non seulement le néolibéralisme dans son ensemble, mais le capitalisme. L'anticapitalisme fait partie de l'identité de la France insoumise. La France est le seul pays européen, et sans doute occidental, dans lequel une force politique qui pèse dans les rapports de force est une force qui se présente comme une force anticapitaliste. Après, on peut discuter de savoir si sa stratégie est effectivement conséquemment anticapitaliste, si elle permettra effectivement de s'affronter et même de renverser avec le capitalisme. Ça, je crois que c'est un débat, mais c'est elle franchit ce qui est, en tout cas dans le contexte actuel, des lignes rouges pour le pouvoir. Elle constitue une anomalie que le système politique ne peut pas accepter tel qu'il est. Donc, il déploie vraiment une panoplie de moyens pour marginaliser, réduire, isoler la France insoumise et l'éliminer du paysage politique. Parce que le capitalisme n'est pas en état de faire des concessions. On est dans un autre ère ou stade du capitalisme où il y a des relations prédatrices pour se partager le monde entre les grandes puissances. Donc, c'était pas pour dire du mal de LFI que je ne confonds pas avec les gens qui se déclarent à tort sociodémocrates comme François Hollande et une partie des partis sociodémocrates étrangers, mais pour souligner que s'il y a une filiation dans le programme, il est avec certains groupes qui se disaient sociodémocrates et dont le programme était aussi assez radical, mais il n'y en a pas d'autres
je le reconnais, à notre époque. Oui, bah, juste